Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire. Merci d'être en ligne. Euh, Peut-être présentation donc de ce webinaire sur droit d'alerte et fonction publique. Nous allons faire le point sur le sujet. Quand je dis nous, peut-être aussi présentation des personnes qui vont animer, intervenir durant cette heure de webinaire, à commencer par Nadège Buquet, qui est déléguée générale de Transparency France, présenter son organisme un peu plus en avance, que je ne suis pas persuadé que l'ensemble des participants et les références. Donc, Nadège, je te laisserai bien entendu présenter un peu plus en avant l'organisme pour lequel tu travailles. Et puis, Franca Salis Madinier, qui est secrétaire national à la CFDT Cadre, comme vous pouvez le voir derrière et au-dessus d'elle. Franca, qui est notre spécialiste sur la question des lanceurs d'alerte, qui est très investi sur la question, notamment au niveau de la Maison des lanceurs d'alerte et puis au niveau du CESE européen, où Franca a travaillé dès le lancement de la directive européenne et puis jusqu'à sa transposition dans la loi française en mars dernier. Je serai votre modérateur, votre animateur durant cette heure de webinaire. Je suis Laurent Dumanche et je suis secrétaire national à la CFDT Cadre, chargé principalement des questions fonction publique et de la formation syndicale. Voilà pour cette brève présentation. Nous allons fonctionner donc sur un système de présentation déjà à travers deux supports que Nadège et Franca nous présenteront et nous commenteront. Peut-être petite précision, ces supports seront à votre disposition et vous pourrez donc les consulter, les regarder. Et puis ensuite, à la suite des deux présentations, nous vous proposerons de prendre une bonne partie de notre temps en échange pour échanger, pour répondre à vos questionnements, ou peut-être partager tout simplement aussi une expérience. Et pour ce faire, vous avez sur votre écran, en haut à droite, une petite vignette qui est le chat. Et nous vous invitons, durant les présentations ou ensuite pendant la discussion et l'échange, nous vous invitons à formuler vos interventions, vos interrogations, d'expérience à travers ce chat. Voilà, pour aller sans aller plus loin, il nous a semblé intéressant d'aborder ce sujet du droit d'alerte et de la fonction publique pour faire déjà le point où nous en sommes dans le secteur public, mais je n'en dirai pas plus par rapport au secteur privé. Nos intervenantes l'aborderont, mais en tout cas, peut-être juste dire que ces dispositifs sur le droit d'alerte, sur les lanceurs d'alerte, sur la protection des lanceurs d'alerte qui voient le jour avec cette loi Wasserman de mars dernier, bien entendu, s'applique au sein des trois versants de la fonction publique. Peut-être d'ailleurs dans un dispositif un peu plus méconnu que dans le privé, je dirais, où on en parle encore peut-être et sûrement pas suffisamment, même si ça existe, même si il y a des expériences ou tout du moins des dispositifs qui sont enclenchés, soit dans des établissements de santé, dans des collectivités territoriales ou dans les administrations de l'État. Mais jusqu'à maintenant, avec des systèmes où on était plus sur je dirais, des institutionnalisés à travers les droits et obligations des fonctionnaires et les questions de déontologie, les questions d'éthique, les questions de conflit d'intérêts, avec derrière
aussi la nomination dans certaines collectivités ou administrations de référents déontologues, laïcité, ou référent signalement. Alors là, on se rapproche peut-être un peu plus de notre question des lanceurs d'alerte, qui va être assez large sur tous ces sujets, que je viens d'aborder très rapidement, mais vous verrez qui s'étendent au-delà, y compris sur les questions, bien entendu, de harcèlement, de fraude. J'ai abordé aussi la question de conflit d'intérêts, qui est quand même assez forte dans la fonction publique. Donc voilà, en termes de propos préalables que je voulais peut-être vous donner à l'entrée de ce webinaire sur le droit d'alerte et la fonction publique. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Nadège, voilà deux questions auxquelles je vous propose d'apporter déjà quelques réponses, un fond de réponse pour nos participants à ce webinaire. Et puis, ensuite, je donnerai la parole à Franca avant d'aller sur la troisième partie de notre webinaire qui sera cette fois-ci très vivant, je l'espère. N'hésitez pas à poser vos questions avec un échange et un partage d'expérience durant le temps qui nous restera. Encore merci d'être avec nous en cette fin de journée. Bon webinaire et c'est parti. Nadège, je te cède la parole. Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Franca pour cette opportunité du coup d'être avec vous à l'occasion de ce webinaire. Donc Laurent l'évoquait à l'instant, je suis déléguée générale de l'ONG Transparency International France, puisque Transparency est un mouvement mondial qui se décline sur quantité de pays à travers une centaine de sections de par le monde. Et l'objectif de Transparency International, créé il y a plus de 30 ans maintenant, enfin il y a 30 ans, est de combattre la corruption dans le monde et d'œuvrer pour une plus grande transparence de la vie publique et politique. Donc déléguée générale de cette association, mais également administratrice, aux côtés notamment de Franca, de la Maison des lanceurs d'alerte. Cette Maison des lanceurs d'alerte, c'est une organisation dont nous avons tous ressenti le besoin de la créer il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans de cela, tout simplement parce qu'il était devenu évident que accompagner un lanceur d'alerte devait se faire avec un soin et une précaution tout particulier, étant donné justement cette loi Sapin 2 qui, en 2016, venait pour la première fois apporter en France une définition de ce qu'était un lanceur d'alerte. Donc, Transparency International, nous avons plusieurs modes d'action. Nous avons notamment une possibilité d'agir en justice, puisque vous savez probablement que nous avons pour cela un agrément du garde des Sceaux, à l'instar d'Anticor ou à l'instar de Sherpa également. Donc nous pouvons nous constituer partie civile. Mais nous faisons également une action de plaidoyer, c'est-à-dire que nous essayons de convaincre les décideurs publics qu'il est nécessaire de modifier parfois quelques lois, quelques règlements, comme le cadre justement de la protection des lanceurs d'alerte. Nous avons aussi une mission d'accompagnement. Donc nous accompagnons des personnes qui se sentent victimes ou témoins de faits de corruption. Et c'est dans ce contexte-là que, encore une fois, nous avons voulu apporter de la façon la plus rigoureuse qui soit un accompagnement à ces personnes qui se pensaient ou étaient véritablement lanceurs d'alerte. Donc la Maison des lanceurs d'alerte, c'est aux côtés de la CFDT4, aux côtés de Transparency France, aujourd'hui plus d'une trentaine d'organisations, mais aussi de personnes physiques, qui du coup œuvrent à faire évoluer à la fois la protection des lanceurs d'alerte, on va le voir, mais aussi le traitement de l'alerte, puisque l'un clairement ne va pas sans l'autre. Et si on a besoin de protéger les lanceurs d'alerte, c'est bien justement parce que derrière, il y a des alertes auxquelles il faut répondre pour que des faits cessent. Donc, sans plus attendre, quelques éléments de contexte. Alors, pardon si pour certains il y a des redites, mais je pensais nécessaire de poser très brièvement le cadre du régime juridique qui s'applique aujourd'hui en France. Je l'évoquais à l'instant, nous avions depuis 2016 un cadre qui était plutôt à la pointe, on va dire, en Europe, et pourtant
pas si satisfaisant que ça, donc qui était ce dispositif issu de la loi Sapin 2. Mais finalement, fort heureusement pour nous, une directive européenne a été adoptée en 2019. Une directive sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. Et cette directive européenne de 2019, eh bien, il s'est agi de la transposer dans le droit national français. Et pour cela, la France avait jusqu'au 17 décembre dernier, je crois, pour le faire. Alors, on n'a pas malheureusement été en avance sur le sujet. Nous avons même été à certains moments particulièrement inquiets, si bien que le cadre dont on va vous donner un petit peu plus de détails dans l'heure qui vient, ce cadre finalement il est aujourd'hui particulièrement favorable aux lanceurs d'alerte, mais il a fallu peut-être aller convaincre nos décideurs publics, et je pense notamment à une séance de la commission des lois du Sénat qui nous avait beaucoup inquiétés, puisqu'on a cru un instant qu'on allait revenir sur des acquis, même sur des acquis de la loi Sapin 2. Fort heureusement, nos parlementaires ont entendu raison, et nous avons aujourd'hui ce cadre qui est plutôt favorable. Donc heureusement, voilà une mobilisation citoyenne avec nombre d'ONG, nombre d'associations, nombre de syndicats qui sont intervenus jusqu'en fin d'année dernière pour accompagner ce texte et bénéficier aujourd'hui d'un texte qui a été promulgué effectivement en mars dernier et qui est désormais actif depuis le 1er septembre de cette année. Voilà. Donc, un préalable pour savoir de quoi nous parlons. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte depuis justement ce 1er septembre 2022 il faut avoir en tête qu'en France, nous avons cette chance que l'alerte soit entendue à la fois dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère privée. C'est pas une évidence, c'était déjà le cas dans Sapin 2, mais aujourd'hui, vous pouvez, un lanceur d'alerte peut être reconnu comme tel du fait de signalements qu'il va divulguer, soit parce qu'il en aura eu connaissance dans sa sphère professionnelle, soit parce qu'il en aura eu connaissance du fait de sa vie personnelle. Donc aujourd'hui, pour être un lanceur d'alerte, en revanche, malgré le plaidoyer que nous avons, nous, pour la matière, un lanceur d'alerte reste une personne physique. Nous avons beaucoup discuté de ce point, notamment avec le député Sylvain Waserman, qui a donné son nom à cette loi Waserman, donc issue de la transposition de la directive européenne. Néanmoins, et on va avoir l'occasion d'y revenir plus précisément, pour compenser le fait que justement un lanceur d'alerte est une personne physique et certainement pas un syndicat en soi, certainement pas une association en soi, certainement pas une entreprise, a été créé le statut de facilitateur, c'est-à-dire cette organisation qui va pouvoir tenir la main du lanceur d'alerte pour l'aider dans sa démarche, pour l'aider à divulguer. Et ce facilitateur va pouvoir finalement bénéficier des mêmes droits et de la même protection que le lanceur d'alerte. Mais ce terme ne reste dévolu aujourd'hui qu'à une personne physique. Pour être lanceur d'alerte, il faut avoir lancé l'alerte. Ça paraît simple, mais néanmoins, les faits qui sont concernés derrière une alerte doivent relever d'un crime, d'un délit, d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général, voire d'une violation d'un engagement international. Un autre point également sur lequel peut-être une souplesse a été un petit peu introduite du fait de la nouvelle loi, de cette transposition de la directive, c'est je dois être de bonne foi. Pour être de bonne foi, c'est-à-dire qu'il faut que j'aie de bonnes raisons de croire qu'il y a derrière ce que je vais dénoncer une réalité. Je peux me tromper, et néanmoins je peux être reconnu comme lanceur d'alerte si j'avais des raisons, un doute raisonnable de croire en ce que j'ai dénoncé. Donc je dois être de bonne foi. Mais je peux me tromper encore une fois et pourtant être lanceur d'alerte. Je dois en revanche ne bénéficier d'aucune contrepartie financière directe. C'est-à-dire que je ne peux pas être rémunéré pour lancer une alerte. La véritable distinction ici est celle de la distinction avec un aviseur fiscal, par exemple, ou encore des régimes qui peuvent être en vigueur dans d'autres États, dans d'autres pays comme aux États-Unis, par exemple.
Là aussi, c'est un sujet qui a été un petit peu débattu, à savoir est-ce que pour encourager l'alerte, pour encourager les lanceurs d'alerte, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à l'encourager financièrement? La question a été réglée, la réponse est non. Et il est donc important pour recevoir, reconnaître le statut de lanceur d'alerte, de n'avoir aucune contrepartie financière directe, de ne pas être rémunéré pour cela. Vous pouvez à terme avoir un avantage, finalement une évolution dans votre carrière, c'est un cas, mais ça peut arriver, et ça n'est évidemment pas considéré dans ce cas-là comme une contrepartie financière. Autre point, vous devez avoir eu personnellement connaissance des faits. En tout cas, si vous agissez non pas dans la sphère professionnelle, mais dans la sphère privée. Dans la sphère professionnelle, on pourra se satisfaire d'avoir lu, par exemple, le compte-rendu d'une réunion à laquelle vous n'avez pas assisté, mais cette information peut suffire à vous mettre en situation d'avoir connaissance de l'information. Donc voilà aujourd'hui quelle est la définition un petit peu assouplie donc de ce qu'est un lanceur d'alerte depuis donc l'entrée en vigueur de la loi dite Wasserman depuis le 1er septembre. J'évoquais tout à l'heure qu'il y avait la loi Sapin 2, donc la loi de 2016, et qui était déjà un cadre qui proposait une première définition des lanceurs d'alerte, mais finalement une protection en demi-teinte, pour le moins. Aujourd'hui, en revanche, la directive européenne a permis, du fait de sa transposition, des avancées véritablement significatives en matière de protection des lanceurs d'alerte. Le premier élément, et qui vous est probablement déjà familier, vous savez probablement que l'on raisonnait en termes de paliers. Alors, il était nécessaire, indispensable, pour savoir reconnaître le statut de lanceur d'alerte, de respecter le premier palier, en tout cas quand on se plaçait dans la sphère professionnelle, bien évidemment, il était imposé d'abord d'informer sa hiérarchie, puis de recourir à une autorité, puis potentiellement à ce qu'on appelle la divulgation, c'est-à-dire communiquer par exemple à un média. Du fait de la transposition de cette directive européenne, donc du fait de la loi Wasserman, aujourd'hui, cette obligation de procéder d'abord à un signalement en interne, c'est-à-dire d'abord, avant toute chose, d'informer sa hiérarchie, cette obligation-là saute. Et c'est heureux, puisque vous imaginez bien, évidemment, les risques qu'il peut y avoir à dénoncer auprès de sa hiérarchie, qui peut être impliquée dans les faits que vous dénoncez, les manquements, les risques, le crime ou délit que vous avez observé. Il est tout à fait probable que votre hiérarchie soit d'autant plus enclin à étouffer le sujet. Aujourd'hui, cette obligation donc n'a pas sauté, c'est-à-dire qu'un lanceur d'alerte peut tout autant aller voir sa hiérarchie que aller vers une autorité adéquate, telle que listée désormais par le décret d'application de la loi Wasserman. J'insisterai juste sur ce point. Il est essentiel que, et Franca va y revenir, il est essentiel que les deux possibilités de signalement, soit internes, soit externes, que les deux soient possibles. Il n'est pas une évidence absolue que la hiérarchie va essayer d'étouffer ou ne va pas croire, etc., au signalement qui pourrait être fait. Il est essentiel, et c'est vraiment un plaidoyer très actif que nous avons mené, que ce que nous appelons du coup le canal de signalement interne, que toutes ces procédures de signalement interne, avec bien souvent justement l'implication des syndicats en interne, que ce canal soit mis en place, qu'il soit effectif et qu'il vienne véritablement garantir la protection du signalement. Tout simplement parce que la collectivité locale, l'entreprise peut ainsi remédier d'emblée et avoir un intérêt à remédier d'emblée au signalement. L'idée n'était pas du tout de se dire en interne,
il n'y a aucune chance que la procédure aboutisse, donc on va d'emblée partir vers l'externe. Ça n'était absolument pas une démarche que nous avons soutenue. Il faut que les deux soient possibles. Si le signalement peut être traité en interne, il doit l'être en interne. Et il faut pour ça que les collectivités, que les entreprises comprennent sa culture à cet enjeu d'alerte et comprennent qu'elles peuvent avoir un intérêt véritable à justement recueillir et traiter en interne ces signalements plutôt que d'avoir à laisser un salarié, un agent, à aller vers une autorité, par exemple le défenseur des droits, par exemple l'Agence française anticorruption ou autre. Donc j'insiste beaucoup sur ce point, mais ça nous a paru vraiment essentiel. Autant nous avons été extrêmement heureux de voir enfin que ce palier sautait, autant il est essentiel que ce fameux canal interne soit efficace et garantisse véritablement une confidentialité pour le signalement. Et que le processus, là en revanche du canal externe, soit lui aussi le plus opérant et le plus réactif également possible. Donc, sans m'attarder davantage, nous avons également un point important qui est l'interdiction désormais des représailles. Alors, c'est surtout que la liste des représailles du fait de la loi Wasserman a été étendue. C'est-à-dire que si l'employeur vient à rétrograder, licencier, mais aussi interdire le droit à la formation de son salarié, c'est désormais interdit. Le lanceur d'alerte se trouve être protégé sur ce point. On verra en pratique dans les années à venir comment tout cela se concrétise. Un droit à avoir l'alerte traitée. On parle beaucoup de la protection du lanceur d'alerte. C'est un préalable. Si protéger un lanceur d'alerte, c'est essentiel, c'est tout simplement parce qu'il faut pouvoir traiter l'alerte. C'est-à-dire que quand vous avez une personne qui vous signale qu'il y a des produits toxiques déversés, ce qui est essentiel, c'est qu'ils cessent d'être déversés. Quand une personne vous signale qu'un médicament a des effets dévastateurs sur des générations, ce qui est important, c'est que ce médicament soit supprimé du marché. Ces traitements de l'alerte, aujourd'hui, ne sont pas des évidences. On va vous parler, et on parle beaucoup, et c'est essentiel de protéger les lanceurs d'alerte, mais c'est l'amont, et il ne faut évidemment pas oublier l'aval, à savoir que toutes ces alertes d'intérêt général soient entendues pour que les faits, tous les manquements, tous ces délits cessent véritablement. Donc, un droit à avoir l'alerte traitée, c'est-à-dire que le signalement va avoir des garanties que l'autorité auquel il va s'adresser, ou son supérieur hiérarchique, accuse réception de l'alerte qu'il a envoyée et dans un délai de 3 mois, lui fasse un retour, par ailleurs par écrit. Donc, c'est nouveau et c'est évidemment essentiel. Puisque l'idée n'est pas que vous lanciez une bouteille dans un trou noir et qu'après ça, il n'advienne plus rien. Une nouveauté également, les provisions pour frais en cas de procédure judiciaire. Vous savez, bien sûr, que parmi toutes les difficultés que rencontre un lanceur d'alerte, il y a celle de pouvoir se lancer dans la bataille et pouvoir se lancer notamment financièrement. Parce que engager une procédure judiciaire, c'est quelque chose de formidablement onéreux. Et bien souvent, on connaît aussi la tendance aux procédures bâillons, c'est-à-dire qu'on vous assomme de procédures face auxquelles vous ne pouvez plus réagir et donc vous abandonnez potentiellement le combat. À travers cette provision pour frais en cas de procédure judiciaire, l'idée est que l'entreprise concernée, l'adversaire, prenne à sa charge les honoraires d'avocat pour la défense du lanceur d'alerte. Là encore, j'y reviendrai à voir dans la pratique comment tout cela va véritablement vivre. Une autre avancée formidable, c'est il est désormais possible qu'un lanceur d'alerte soit l'accompagnement juridique, c'est le rôle par exemple d'une organisation comme la maison de lanceurs d'alerte. Mais l'accompagnement juridique, c'est une chose, l'accompagnement psychologique et l'accompagnement financier, c'en est une autre. La loi Wasserman ouvre la possibilité que les fameuses autorités administratives, donc encore une fois le défenseur des droits, l'Agence française anticorruption et bien d'autres, puissent, si elles le souhaitent, si elles le peuvent, prodiguer un accompagnement psychologique et financier. C'est une possibilité.
Et enfin, et là encore on y reviendra bien plus précisément, et Franca bien sûr dans son propos, le recours à un facilitateur. C'est-à-dire que l'idée est de ne plus laisser seul le lanceur d'alerte face à ce formidable guet-apens que peut être la procédure de lancement d'alerte, et du coup de pouvoir être accompagné par une personne physique ou par une personne morale, et notamment un syndicat, et notamment une association, justement dans tout son cheminement, puisque, et je passe ici les messages, s'il y a un premier et seul conseil à donner à une personne qui veut lancer l'alerte, c'est de ne jamais le faire seul, et de toujours chercher à avoir auprès de lui un conseil ou un facilitateur. L'un pouvant être l'autre. Un petit focus, mais là encore, Franca donnera plus de détails. Cette loi, c'est toute une série de dispositifs beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus protecteurs, mais pour cela, ça passe aussi par des obligations qui sont imposées aux entreprises, aux collectivités locales, donc à la sphère publique comme à la sphère privée. Et je vous parlais tout à l'heure de ce fameux canal interne qui est absolument essentiel. Il y a une obligation pour notamment des administrations d'État, des organismes publics de au moins 50 agents, sauf quand il s'agit d'une collectivité locale qui ferait moins de 10 000 habitants, de mettre en place ce fameux canal interne, qui doit être sécurisé et qui doit véritablement venir rassurer, sécuriser la personne qui veut transmettre une information. Donc dans ces cas-là, il y a une obligation pour une collectivité, une administration, une entreprise, de préciser la procédure interne. Elle va donner à voir quelles sont les informations qui peuvent être transmises par le signalant, le lanceur d'alerte, à qui, comment, selon quelle modalité, un mail, un courrier postal, un message vocal, et doit aussi, cette procédure, garantir que la personne qui fait ce signalement aura un retour par écrit sous 7 jours, et ensuite des éléments d'information quant aux suites à donner sous un délai généralement de 3 mois. Mais là aussi, les modalités peuvent changer. Et surtout, une garantie de confidentialité. Je passe très, très rapidement là-dessus. Néanmoins, nous sommes très inquiets sur... il y a beaucoup d'avancées, je viens de les détailler, mais aujourd'hui, comment ces dispositifs vont-ils être appropriés par tous les acteurs, qu'il s'agisse des juridictions, qu'il s'agisse des avocats, par tous ces acteurs, par toutes ces parties prenantes de l'alerte. Donc, la loi Sapin 2 date de 2016, on a eu une évaluation de cette loi en 2019-2020, il va falloir attendre probablement 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir une première évaluation de ces nouveaux dispositifs. Et nous sommes pour l'instant véritablement dans l'attente de voir comment, notamment, nos magistrats vont se former à ces dispositifs, comment les avocats vont se former à ces dispositifs. Et par ailleurs, nous avons quelques signaux qui nous inquiètent un petit peu, c'est-à-dire que vous savez des décrets viennent souvent préciser les modalités d'application d'un texte. Sur cette loi Wasserman, nous avons eu un décret d'application qui notamment liste toutes ces fameuses autorités externes vers lesquelles un lanceur d'alerte peut, s'il le veut, se tourner directement. Cette liste, finalement, elle est assez réduite. Ce qui ne veut pas dire que notre autorité ne pourrait pas être saisie. Mais en attendant, ce n'est jamais un très bon signal que de voir que la liste n'est finalement pas exhaustive. Voilà, je crois que je ne voudrais pas être trop loin et je pense l'avoir déjà été. Donc, je laisse bien sûr la parole à Franca et me dire à votre disposition pour d'éventuelles questions à l'issue. Merci. Merci beaucoup, Nadège, pour cette première présentation. Tu as abordé des notions très importantes et notamment à travers les avancées de cette loi Wasserman sur l'amélioration de la protection des lanceurs d'alerte. Hein, et donc, à partir de là, identifier les lanceurs d'alerte, qui ils sont, les acteurs, et donc cette protection. Tu as parlé du canal, des canaux internes, qui sont également importants, et puis de procédures également internes et de délais que tu as cités. Peut-être maintenant, Franca,
un petit complément sur ces premières informations et notamment parler peut-être aussi des canaux externes qui peuvent venir aussi compléter cette protection des lanceurs d'alerte. Nadège l'a abordé rapidement, mais je sais que dans ta présentation, tu souhaitais l'aborder. Tout ça. Je te laisse donc la parole pour cette deuxième présentation et n'hésitez surtout pas à poser vos questions à travers le chat qui est à votre disposition et nous tenterons d'y apporter réponse et d'avoir un échange constructif suite aux deux interventions. Merci. J'ai oublié. Merci. C'est parti. Merci Laurent. Bonjour à tous et à toutes. Merci Nadège déjà pour ta présentation. Je vais essayer de ne pas être redondante. Tu as dit beaucoup de choses importantes. Alors, moi, je me situe au niveau national, donc la CFDT cadre, ça fait depuis 20 ans qu'au niveau des instances syndicales internationales européennes défend ces droits et les protections des lanceurs d'alerte. Et ça fait un peu plus récemment au niveau européen, parce que je suis au Comité économique social européen qui donne donc des avis sur les directives et les initiatives législatives de la Commission du Parlement. Et donc, c'est là-dessus que j'étais porteur d'un avis sur le projet des directives européennes que Nadège donc, vient de citer, 2019, qui a donné lieu à la transposition Wasserman en France cette année. Et donc, dans cet avis, je disais de l'importance de pouvoir alerter en interne, du rôle des syndicats. Donc, nous avons mener combat pour que ce rôle soit reconnu aussi en interne. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et donc, pour nous, quand même, cette directive était un beau succès. La transposition Wasserman et donc la possibilité que nous avons eue avec Transparency et toutes les autres organisations de la Maison des lanceurs d'alerte qui étaient constituées en France en 2018, donc en même temps que la directive, nous a donné l'opportunité d'être très actifs aussi au niveau CFDT cadre, dans l'élaboration de cette loi qui succède à la loi Sapin, dans laquelle nous avions aussi pris part. Mais ce n'est pas parce qu'une loi existe qu'elle fonctionne, qu'elle vit, qu'elle est opérationnelle. La culture de l'alerte, ça met du temps à évoluer. La culture d'une alerte positive, ça mettra du temps. Et donc, ce premier webinaire, il y en aura un autre en novembre dédié à la fonction publique avec un peu le focus sur les rôles des déontologues et des référents en interne et sont les propriétés, je dirais, monopole de la fonction publique. Mais donc, ces webinaires veulent participer, veulent contribuer à faire en sorte que cette culture de l'alerte évolue en France parce qu'il y a quelques années, on était quand même seuls déjà dans les champs syndicaux à défendre ces droits. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Mais voilà, il faut que les choses vivent, qu'ils se mettent en place, qu'ils soient opérationnels. J'ai dit ça pourquoi? Parce que déjà, si on fait un bilan après 6 ans de la loi Sapin, dans la fonction publique, on ne peut pas dire qu'on est en avance là-dessus, même par rapport aux entreprises privées. En général, on donne toujours un peu l'exemple, on devrait donner l'exemple en étant l'État, mais force est de constater que l'État, les ministères, les collectivités locales se sont dotés seulement pour un tiers des canaux d'alerte interne. C'est-à-dire qu'une entreprise, une collectivité locale sur 3 a un dispositif interne pour alerter et une entreprise sur 2. Donc, ils font un peu mieux dans les privés. Pourquoi j'ai dit ça? C'est aujourd'hui, quand même, les paramètres changent parce que, comme Nadège l'a très bien dit, une des avancées plus importantes de la loi Wasserman et de la directive européenne, c'est de permettre à l'individu qui veut, alors je parle d'individu c'est masculin et féminin, hein, donc je ne vais pas m'apaisantir sur les féminins tout le temps, mais lanceur d'alerte, c'est dans le sens large. Un individu peut alerter en interne s'il le veut, mais s'il se sent peu sécurisé, il peut passer directement à l'échelon externe, c'est-à-dire les autorités compétentes qui viennent d'être précisées par les décrets du 5 octobre. Et donc, ceci devrait quand même induire les organisations, qu'elles soient privées et surtout publiques, en l'occurrence, à se doter des canaux qui soient suffisamment sûrs, fiables pour qu'une personne ait envie d'alerter en interne. Parce que j'ai fait référence à une culture un peu plus avancée que la nôtre, c'est la culture de l'alerte qui existe depuis 20 ans déjà
Royaume-Uni, et on voit que les cadres notamment, et les salariés en général, s'ils peuvent faire une alerte en interne, ils choisissent ces canaux. Mais s'ils se sentent en danger, ils vont directement à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà un sujet important, c'est-à-dire faire en sorte que des canaux soient mis en place dans toutes les organisations et dans les organisations aussi de la fonction publique. Deuxième chose, la nouvelle, je dirais aussi avancée de la loi Wasserman, et nous y avons œuvré en tant que syndicat, c'est de reconnaître un rôle au syndicat. Et le premier rôle qui leur était reconnu, même si ce n'est pas très explicite, il faut qu'on s'en saisisse, c'est le rôle de mettre en place des canaux négociés. Alors aujourd'hui, les décrets sont un peu ambigus là-dessus, mais même avec la loi Sapin, qui ne prévoyait pas du tout la négociation sur ces canaux, aujourd'hui, il y a quand même une concertation obligatoire qui est prévue par la loi Wasserman, c'est-à-dire que les comités des administrations, les comités sociaux d'administration aujourd'hui ou les comités socio-économiques dans les entreprises privées doivent obligatoirement être consultés sur les canaux mis en place pour signaler en interne. Donc ça, c'est un rôle quand même important et on pourrait aussi négocier ces canaux plutôt que simplement donner un avis là-dessus. Ou si on donne un avis, il faut que dans l'avis, on puisse dire aussi le canal n'est pas suffisamment sécurisé parce que le référent n'est pas très bien identifié, il n'est pas suffisamment indépendant ou impartial, qui sont caractéristiques quand même que la loi reconnaît aujourd'hui pour les référents, par exemple, qui recueillent les alertes. Et donc, voilà, c'est un rôle déjà des facilitateurs que les syndicats peuvent jouer, c'est celui de négocier les dispositifs pour qu'ils soient le plus possible sécurisants, fiables, qui garantissent la confidentialité et absolument pas plus important. La chose plus importante, c'est l'absence des représailles. Voilà, donc ça, c'est les premiers rôles et j'insisterai là-dessus. C'est un rôle collectif. Le deuxième rôle, il est très important. On a déjà dit que dans les caractéristiques d'un lanceur d'alerte, pour qu'il soit reconnu en tant que tel, il est important que ces lanceurs d'alerte puissent avoir eu personnellement connaissance des faits sur lesquels il alerte et qu'il signale. Ça, c'est à l'extérieur. Mais si nous sommes dans un milieu professionnel, donc nous nous trouvons en interne, je reviens donc dans nos organisations, il n'est pas obligé que la personne qui a eu la première connaissance des faits soit celle qui alerte. Et donc ça ouvre la possibilité pour un syndicat, pour un délégué syndical, pour un représentant du comité d'entreprise, un élu, de porter l'alerte à la place de la personne. Et ça, c'est tout à fait possible. Les facilitateurs ne sont pas reconnus comme lanceurs d'alerte en tant que tels, mais en tant que facilitateurs, ils peuvent porter l'alerte collective et être protégés, tout comme les lanceurs d'alerte eux-mêmes. Donc, je dirais que les deuxièmes rôles importants pour moi que je vais souligner ce soir des syndicats et des organisations syndicales lorsqu'elles sont présentes dans une entité, un établissement public, c'est de dire si les lanceurs d'alerte s'adressent à moi, si je considère qu'il a tout à fait raison de ce qu'il dénonce, des choses qu'il a vues qui ne sont pas normales, sont des alertes fondées, eh bien moi, je vais les défendre et donc, quelque part, je préserve son identité et j'alerte à sa place. Je peux porter l'alerte au niveau du conseil d'administration, je peux porter son alerte au niveau du comité social et économique, en l'occurrence dans les administrations, c'est le comité d'administration, le comité social d'administration. Et donc là-dessus, j'ai un exemple, par exemple, que la CFDT a défendu et porté, c'est l'histoire d'une personne qui dans la direction des achats, qui était dans un établissement public et, commercial, donc une EPIC, et il a voulu saisir la CFDT pour dire j'ai vu des malversations, les marchés publics ne se passent pas comme ils devraient, donc il y a de la corruption au sein de la direction des achats. Et la CFDT donc a dit tu as raison, nous portons l'alerte avec toi,
pour les protéger à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore cette loi, et la CFDT l'a mandaté, donc il lui a donné un mandat de délégué syndical, parce que sinon il aurait pu être l'objet de représailles. Et la CFDT a porté son alerte au niveau du conseil d'administration auprès des hauts dirigeants en disant ça c'est un dysfonctionnement, il ne faut pas que ça continue. Et donc ça, vous voyez, c'est un exemple même avant la loi Wasserman qui illustre comme une organisation syndicale, si elle est saisie en amont, suffisamment en amont, et même si les choses sont bien corroborées par des preuves, hein, parce qu'évidemment, les syndicats, il a aussi droit, avant de défendre de manière inconditionnée une personne, c'est de comprendre que l'alerte, elle est quand même fondée, justifiée, et c'est une alerte qui porte sur l'intérêt général. C'est pas une alerte individuelle qui, ben, moi, j'ai pas été augmenté, toi, syndicat, dois alerter l'entreprise là-dessus. Là, il y a des délégués du personnel sur les négociations salariales qui peuvent faire, bien évidemment, regarder aussi les choses de ce point de vue. Mais voilà, normalement, un syndicat, si vous voulez qu'il puisse jouer un rôle actif en interne, avant qu'il ne soit trop tard, hein, parce que souvent on est saisi lorsque les personnes ont été déjà licenciées, lorsqu'elles ont subi toutes les représailles du monde, eh ben, si on peut jouer un rôle actif et pas des pompiers, il faut que l'alerte, on soit impliqué en amont. Et donc, je pense que aussi les rôles que les syndicats peuvent jouer maintenant des négociations, d'être consultés, de donner un avis, et ça c'est nouveau, eh bien moi je pense que les syndicats doivent s'approprier de ces nouvelles, je dirais, opportunités et faire en sorte d'avoir aussi une participation active dès le départ, parce que négocier des dispositifs d'alerte, ça veut dire aussi comprendre comment l'alerte fonctionne et quelles sont les exigences éthiques, d'impartialité, d'indépendance, etc., que la personne, par exemple, nommée par l'entreprise et dans la fonction publique, les référents, il est déjà tout désigné, c'est les déontologues. Donc, puisse correspondre à ces exigences d'impartialité et d'objectivité, je dirais, d'indépendance. Voilà. Après, qu'est-ce que dire d'autre j'ai passé les questions concernant les détails sur les décrets d'application. Moi, ce que j'ai dit fait un peu écho à ce que Nadège a pu dire, c'est-à-dire que maintenant les alertes ne doivent pas être uniquement recueillies. Ça, c'est intéressant de recueillir les alertes, mais la chose la plus intéressante, c'est qu'elles puissent être traitées et qu'on puisse mettre fin aux fraudes, aux dysfonctionnements, aux malversations, aux mauvais comportements pour lesquels l'alerte a été sonnée ou donnée. Et voilà, donc sur les aspects, je dirais, importants, je répète, donc aujourd'hui les syndicats peuvent jouer un rôle dans l'alerte interne qui est celui des facilitateurs. Un facilitateur, c'est celui qui peut négocier un dispositif d'alerte, donc être associé dès le départ au canal de recueil et de traitement d'alerte. Et en même temps, le deuxième rôle très important, c'est celui de défendre les lanceurs d'alerte, de l'accompagner, parce qu'un syndicat peut aussi rester en justice. Hein. Mais moi, l'attention que je veux mettre là-dessus, le message important ce soir, c'est de dire, si vous voulez que les syndicats jouent un rôle important, eh bien, il faut l'impliquer dès le départ. Après, peut-être qu'il ne peut pas jouer le rôle parce qu'il ne se trouve pas assez compétent. Il y a aussi des alertes qui sont assez complexes. Ben, ce n'est qu'acceptation, hein, dire je ne suis pas compétent, mais je te conseille, je t'accompagne pour aller à l'extérieur, auprès d'une autorité, auprès du défenseur des droits. C'est aussi le rôle que les syndicats peuvent jouer, mais s'il peut porter une alerte au niveau collectif, garder l'anonymat quelque part de l'individu, mais je pense que c'est aussi un rôle très important pour lequel il faut se saisir. Mais voilà, donc les syndicats ont aussi besoin d'être formés, hein, c'est la culture de l'alerte positive, elle est celle qu'elle est en France. Elle doit progresser. Je pense que ces lois aideront à faire progresser cette culture, mais les syndicats doivent aussi s'en approprier, tout comme les autres citoyens. Je m'arrête là parce que je voudrais qu'on ait un peu le temps des questions. Merci, merci Franca pour
ce complément d'information, notamment autour du canal d'alerte et des canaux externes et des autorités externes. Justement, il y a dans le chat une question par rapport à ces autorités externes. Si on pouvait préciser quelles sont-elles. Pour information, Nadège vous a mis dans le chat, donc pour tous les participants visibles et lisibles, un lien qui vous apporte des précisions sur ces autorités externes désignées donc par le décret d'octobre qui vient tout juste de paraître. Mais peut-être, je ne sais pas, Franca ou Nadège, si vous pouvez en dire 2 mots. Oui, alors il y a eu une liste, donc un annexe du décret qui est donc en vigueur depuis le 5 octobre, c'est tout récent, donc, qui dit par exemple que pour les marchés publics, dans les domaines des compétences, des attentes à la probité, corruption, concussion, trafic d'influence, favoritisme, etc., l'autorité compétente, par exemple, c'est l'autorité française anticorruption. Je prends un autre exemple. S'il y a des problèmes concernant la sécurité et la conformité des produits, par exemple, on peut avoir des produits dangereux ou des produits dangereux pour la santé ou dangereux pour la sécurité des personnes. Et donc là, c'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui est compétente. Sécurité dans les transports, donc s'il y a des questions sécurité des transports terrestres, routes et ferroviaires par exemple, les bureaux d'enquête sur les accidents des transports terrestres, c'est l'autorité compétente. La protection de l'environnement, c'est l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Et donc là, par exemple, il y a quand même une bataille sur laquelle nous, on veut soutenir cette association et cette commission qui avait été instituée par la loi Blanda en 2013 sur les risques pour la santé publique et pour l'environnement, qui était la commission nationale d'autorité sur les questions des risques pour l'environnement. Et cette commission, qui a déjà très peu de moyens, n'a pas été aujourd'hui, n'est pas dans cette liste, et donc il y aura un combat pour la faire intégrer. Et au passage, je veux dire qu'il y a une militante aussi qui siège dans cette commission, et il y a aussi une militante qui est adhérente à la maison des lanceurs d'alerte. Donc, et donc, c'est important quand même que cette autorité soit reconnue. Pourquoi? Parce qu'on peut la saisir, même si elle n'est pas dans la liste, mais il n'y a aucune obligation de suivi. Donc, vous voyez que les pouvoirs sont… Voilà. Après, il y a toute une autre liste. Là, je ne vais pas être exhaustive, mais déjà donner quelques exemples. Très bien, merci, merci Franca pour cette première réponse. Hein, et vous pouvez donc compléter à travers la lecture de la liste des autorités externes qui a été mise dans le chat par Nadège, que je remercie. Une autre question, enfin on peut regrouper, il y a 2 questions autour de la procédure, de ce qu'on appelle la procédure Bayon. Notamment, Franca, tu as abordé tout à l'heure, Nadège l'a abordé en termes de, bien entendu, de la protection et des avancées de la protection des lanceurs d'alerte. Mais toi, Franca, tu abordais aussi le rôle des organisations syndicales et des représentants syndicaux mandatés. Et du coup, une question autour de leur protection et notamment à travers une question de dire est-ce que les droits et notamment obligations des fonctionnaires, notamment l'obligation de discrétion professionnelle, de secret professionnel. Est-ce que ce n'est pas un bon exemple de procédure Bayon et du coup, comment on protège et comment on permet à un représentant syndical mandaté de lancer l'alerte? Alors, sur les procédures Bayon, déjà, il y a une directive en ce moment qui s'est créée au niveau européen, à laquelle j'ai participé parce que je fais partie du Comité économique social européen et nous avons un avis là-dessus. Donc, juste pour expliquer, ça s'appelle SLAP, qui est quand même un terme, c'est les sigles et les acronymes européens toujours compliqués, mais c'est des procédures judiciaires intentées contre des personnes. Souvent, ce sont des journalistes, mais peuvent être aussi des militants syndicaux, des militants de l'environnement. C'est des procédures judiciaires lourdes qui vont à l'encontre de ces personnes en les accusant de diffamation, etc.
Et ce qui est problématique, nous avons eu un exemple pendant Villepin et l'affaire Clearstream. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les méandres, donc les pouvoirs, l'État étaient impliqués dans cette affaire et ils ont intenté des procédures contre un journaliste. Bien évidemment, il faut que vous soyez millionnaire pour faire en sorte de pouvoir vous payer les avocats qui vous défendront. Et en général, le combat, il est inégal. Donc aujourd'hui, l'Europe veut mettre fin à ces genres de procédures, qui sont des procédures abusives, faites pour museler, je dirais, des gens qui disent la vérité, hein, d'une manière globale, que ce soit des journalistes, mais ça peut être aussi des syndicats demain qui peuvent dénoncer une corruption à haut niveau, etc., et qui peuvent être aussi mis en procès sous le prétexte que leurs propos sont diffamatoires et donc faire en sorte que ces gens se taisent. Voilà, donc ça c'est la notion, mais peut-être Nadège, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Donc c'est aussi une question sur laquelle la Maison des lanceurs d'alerte était très active. Par contre, sous les secrets des affaires, c'est quand même une autre histoire. Il y a aussi une directive là-dessus hein, et qui a été transposée en droit français il y a quelques années. Et les secrets des affaires, c'est celui qui peut opposer une entreprise, et il le fait souvent, qui peut opposer aussi une administration publique, même s'il ne l'appellera pas comme ça, qui est de dire ah non, ça, on ne peut pas dévoiler des choses sur mon entreprise parce que ça va me nuire. Aujourd'hui, les droits d'alerte prévaut l'alerte définie comme intérêt général, bien évidemment, intérêt public, intérêt commun, prévaut sur ces droits, je dirais, d'entreprise à garder les secrets sur certaines choses. Donc ça d'une manière un peu simple. Mais par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez les questions du LuxLeaks, hein, sur lesquelles Antoine Deltour, qui est un lanceur d'alerte, adhérent aussi à la MLA et fait partie du conseil d'administration de la maison des lanceurs d'alerte, avait dénoncé des abus, des rescrits fiscaux, d'optimisation fiscale agressive, comme on l'appelle, donc des fraudes à haut niveau de son entreprise. Et Antoine avait dénoncé ça, il avait des preuves. Et naturellement, l'entreprise opposait les secrets des affaires, hein, quelque part. Donc, il voulait quand même que Antoine soit condamné parce qu'il avait transmis des documents qui devaient rester secrets, etc. Donc, vous voyez, c'est toujours un peu une menace, mais aujourd'hui, je dirais que la loi permet de clarifier un peu les oppositions et ces conflits entre secret des affaires et droit d'alerte, et aussi, je dirais, dans la fonction publique, ce qu'on appelle les devoirs de loyauté, par exemple, on peut l'appeler comme ça. Ça sera peut-être l'objet de notre prochain webinaire en novembre, les devoirs de loyauté et jusqu'où l'alerte prévaut sur ces devoirs de silence quelque part ou d'allégeance qui est souvent aussi à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements et pas que dans les fonctions publiques mais aussi dans les entreprises. Merci Franca pour ce complément d'information. Peut-être en essayant de regrouper un peu les questionnements que j'ai pu voir dans le chat, il y a quelque chose qu'on pourrait regrouper autour de ce qu'on pourrait citer du dispositif, des systèmes qui sont en place dans la fonction publique depuis la création du statut, comme la protection fonctionnelle, l'obligation de signalement, notamment dans le cadre de faits qui seraient répréhensibles par une procédure pénale. Donc la vraie question, c'est, Nadège l'a abordé un petit peu tout à l'heure, puisqu'elle a dit que bien entendu, ces textes, la loi de mars que le décret d'octobre, ils sont tout frais, tout récents, donc à voir comment ils vont vivre. Mais derrière ça, il y a la question effectivement de l'efficacité du dispositif. Comment
Par exemple, peut-on concrétiser les choses s'il n'y a pas de mise en place de canal interne, alors que les textes maintenant le prévoient, sur les moyens qu'on pourrait avoir pour favoriser au maximum la mise en place de ce dispositif, de ces canaux. D'ailleurs, il y a une question aussi sur l'absence de ce dispositif interne. Est-ce que du coup, il peut aussi faire l'objet d'un signalement lui-même? Voyez, donc des choses qui touchent vraiment concrètement l'efficacité du système proposé. Je ne sais pas, Nadège, tu as peut-être quelque chose ou Franca? Alors peut-être juste un élément sur la protection fonctionnelle, parce qu'effectivement, la question est extrêmement légitime et pertinente. Ce que l'on commence à observer, et pour avoir vu le cas pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est que mobiliser ce dispositif, c'est en fait d'emblée interroger le rapport de la hiérarchie à l'alerte qui a été lancée. Et donc accorder une protection fonctionnelle, c'est presque d'emblée entendre ou concéder qu'il y a bien une légitimité dans l'alerte. Et du coup, on s'aperçoit que tout cela est totalement intriqué. Donc, on va voir comment, encore une fois, à l'usage, je n'ai pas encore un retour d'expérience, si ce n'est voilà, cette situation que j'ai eu à connaître pas plus tard qu'aujourd'hui, où spontanément on pense à ce dispositif-là, mais en voyant qu'il a finalement été refusé à l'agent concerné qui avait lancé l'alerte en interne. Voilà. Donc, il y a bien des modalités, mais on retrouve les mêmes écueils finalement qu'une reconnaissance de l'alerte en interne. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, juste que ce cas pratique, qui malheureusement n'est pas une réponse très heureuse, mais c'est la seule expérience que j'ai à ce jour. Après, sur les possibilités de recours face à l'absence de procédures mises en place, je ne sais pas si c'est précisé à ce stade. Franca, je ne sais pas si tu as une information là-dessus. Non, il y a rien de précisé, mais il y a quand même une loi qui est entrée en vigueur, un décret d'application aussi. Donc là, maintenant, tout est fait pour que les choses se mettent en place. Alors, moi, pour répondre à la question, bien évidemment, par exemple, un syndicat, si considère que le dispositif d'alerte n'est pas mis en place, peut alerter, doit même alerter pour que celui-ci soit mis en place. Après, il y a des façons de vérifier qu'il soit un dispositif bon. Et il y a quelques critères, hein, on ne peut pas être très exhaustif ce soir là-dessus, mais par exemple, qui est le référent? Est-ce qu'il peut jouir d'une réelle indépendance? C'est compliqué, hein, l'indépendance, parce que tant qu'il dépend d'une hiérarchie pour vivre, c'est-à-dire pour son salaire, etc., toujours compliqué de considérer, mais est-ce qu'il a les moyens pour des compétences, au niveau compétences, ça c'est un critère prévu par la loi. Est-ce qu'il a les moyens matériaux pour faire les choses bien, pour enquêter? Est-ce qu'il est impartiel, etc. Donc ça, première chose, les dispositifs doivent être absolument publics. Il doit être complet, parce que moi, je vois des entreprises qui mettent en place des choses unilatérales. Souvent, elles passent complètement inaperçues. Donc, il y a une charte éthique, etc., qui dit oui, si vous voulez alerter, c'est par là. Mais non, il doit être bien visible dans la page même principale, par exemple, sur Internet ou dans les panneaux d'affichage, ces dispositifs, et dire peut alerter. Donc, vous voyez que le champ de l'alerte, il est très vaste. Ça peut concerner bien évidemment les agents contractuels, les agents fonctionnaires, mais aussi des stagiaires, mais aussi des personnes qui n'ont pas été recrutées, mais qui ont eu des embauches, d'entretien d'embauche, etc. Donc, il est large le champ et les périmètres des gens qui peuvent alerter. Donc, toutes ces informations doivent être publiques, accessibles,
visible, le dispositif doit être clair, il doit prévoir tous les critères de confidentialité, comment on la préserve, la destruction des preuves et des dossiers à partir d'un certain moment en respectant les RGPD, le Règlement général de la protection des données, le fait qu'il y a des sanctions pour ceux qui ne respectent pas cette confidentialité, et voilà, et les motifs pour lesquels on peut alerter. Donc ça, à mon avis, les syndicats doivent jouer un rôle actif et alerter s'il n'y a pas des canaux mis en place et si ces canaux ne correspondent pas à ces critères. Très bien, merci. Merci Nadège et Franca pour ces éléments de réponse. Nous arrivons au terme de ce webinaire, mais peut-être qu'on peut se permettre encore de prendre une ou deux questions si vous en êtes d'accord, bien entendu. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais je vais les regrouper autour d'éléments qui ont été avancés tout à l'heure aussi par Nadège sur cette loi du 21 mars 2022, et notamment l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Alors que ce soit un accompagnement, alors on l'a vu dans la présentation de Nadège, on parlait d'accompagnement juridique, psychologique, mais dans les questions, il y a également, bien entendu, les frais que cela peut supposer si on se fait accompagner par un avocat, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les obligations d'une collectivité ou d'une administration ou d'un établissement de santé dans la fonction publique hospitalière pour accompagner ce les frais d'avocat qui pourraient être engagés. Est-ce qu'on peut faire un lien aussi avec la question de la protection fonctionnelle que Nadège a abordée? Enfin, voilà, une question autour de l'accompagnement et de la prise en charge, notamment financière, des frais d'avocat éventuels. Alors, peut-être, Franca, si tu veux, je commence. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement juridique, il relève en fait soit effectivement d'avocats, mais encore faut-il qu'ils aient eu la possibilité d'accéder à la toute nouvelle et toute récente mouture de ce texte, de s'y être formés. Donc on a aussi, en tant que maison des lanceurs d'alerte, un véritable enjeu pour intervenir dans la formation de ces professionnels, tant les avocats que les magistrats, pour qu'ils comprennent, par exemple, qu'un magistrat soit bien conscient qu'il peut décider de ces provisions d'honoraires à mettre à la charge de l'entreprise concernée. Donc, on essaye, parmi les différentes missions de la Maison des lanceurs d'alerte, qui sont des missions d'accompagnement juridique, mais aussi financier, psychologique, parfois médiatique, d'avoir aussi une mission de formation de tous ces professionnels. Et c'est une chose importante au regard des moyens qui sont ceux de la Maison des lanceurs d'alerte, avec 5 équivalents temps plein. Donc c'est très limité. Les obligations en revanche d'accompagnement, donc on parlait tout à l'heure des autorités administratives, donc toute cette fameuse liste qui est présentée au décret. La loi aujourd'hui rend possible l'accompagnement financier et psychologique par ces autorités. Rend possible. Est-ce que, parmi toutes celles que citait Franca tout à l'heure, l'Agence française anticorruption, l'AMF, est-ce qu'elles vont se doter d'une compétence d'accompagnement psy, d'une compétence d'accompagnement financier? Donc, c'est possible, ça n'est pas une obligation, et puis surtout, comment le ferait-elle? Avec quels moyens? Donc, c'est toujours possible, mais comment? Donc, on peut aussi imaginer que des autorités administratives se réunissent pour essayer de mettre en place quelque chose, et notamment peut-être quelque chose qui serait relativement accessible, à savoir mettre en place une sorte de fonds d'aide aux lanceurs d'alerte pour leur permettre justement parfois d'assurer des subsides, parce que quand vous perdez votre emploi, que par ailleurs vous avez, du fait des procédures Bayon, des honoraires d'avocats qui s'imposent à vous, encore faut-il pouvoir continuer à subsister. Donc un accompagnement, des modalités obligatoires d'accompagnement, il n'y en a finalement pas. Il y a une autorité très centrale dont on n'a pas parlé, qui est le défenseur des droits,
qui a été un petit peu renforcée à travers ce texte. On a maintenant un interlocuteur dédié. Alors, vous savez que le défenseur des droits, c'est la réunion de quantité d'autres autorités administratives qui existaient précédemment. Et aujourd'hui, on a un interlocuteur dans la personne de Cécile Barot-Saimi, qui est vraiment à nos côtés sur ce sujet, ou nous sommes à ses côtés sur le sujet, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a trouvé véritablement un interlocuteur. Les moyens du défenseur des droits aujourd'hui, pour ce qui est d'orienter vers des autorités et accompagner les lanceurs d'alerte, les moyens du défenseur des droits n'ont pas augmenté. Donc, voilà, pour ce qui est de l'efficacité attendue, mais jusque-là limitée par une réelle difficulté de moyens. Peut-être une dernière question, alors 2 questions que je vais regrouper, notamment une question autour justement peut-être des dispositifs qui peuvent être dans l'alerte, et notamment les atteintes aux droits. Question intéressante sur est-ce qu'une organisation de travail maltraitante pour ses salariés ou ses agents, est-ce que ça rentrerait dans ce cadre-là? Et puis pour cette question ou une autre, mais à partir du moment où on a lancé l'alerte, et une alerte cette fois-ci, on va dire, réellement fondée et vérifiée, quels sont les délais pour que on y réponde, ou en termes de procédure? Je crois que Nadège l'a abordé rapidement. Est-ce que vous pouvez le repréciser avant de clôturer ce webinaire? Peut-être, Nadège, je vais commencer la réponse. S'il y a des choses à ajouter, tu compléteras. Une organisation qui maltraite ses salariés, est-ce que pour être l'objet d'une alerte? Alors, c'est une bonne question, pas toujours facile à répondre. Vous savez qu'il y a une loi particulière qui est la loi sur le harcèlement. Après, les harcèlements peuvent être individuels. Donc, je pense que là, les syndicats sont tout à fait, je dirais, dans leur rôle, que de défendre des cas individuels sur harcèlement moral d'autres genres. En revanche, on pourrait se poser la question, et ça, moi, je pense que ça relève plutôt d'une alerte dans le sens dans lequel on est en train de traiter ici, intérêt général, lorsque la maltraitance, qu'on peut quand même démontrer, qui est corroborée par des épisodes, des faits, par exemple, beaucoup de personnes qui sont en congé maladie, du mal-être, collectif. Moi, je pense que ça, c'est une alerte qui peut relever d'une alerte collective, justement, et que donc, en tant que telle, elle pourrait rentrer tout à fait dans la définition dont nous sommes en train de parler ici. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, hein, mais c'est une alerte, je dirais, d'ordre individuel, ça relève plutôt d'un accompagnement délégué syndical, etc., voir un petit peu s'il y a une solution, si ça dépend. Mais si les maltraitances, ou si les malaises, il est collectif, ça peut dépendre d'une organisation de travail. Moi, j'ai bien une entreprise qui a quand même à l'origine eu beaucoup de responsabilités sur un certain nombre de phénomènes, des maladies et des suicides. Donc, pour dire que ce type de maltraitance généralisée qui relève d'une organisation du travail ou des objectifs voilà, inhumains, je dirais inhumains, bien sûr, ça peut faire partie d'une alerte collective. Merci Franca. Peut-être sur la deuxième partie de la question, Nadège, sur les délais à ne pas dépasser à partir du moment où on a constaté un dysfonctionnement qui relève de ce droit d'alerte. On a un délai pour actionner cette alerte? Alors, s'il existe des délais, c'est surtout lorsque l'on saisit une autorité. C'est-à-dire que lorsque vous saisissez, par exemple, encore une fois, hein, le défenseur des droits, l'Agence française anticorruption, revenons là-dessus, l'autorité administrative a 7 jours pour accuser réception. C'est-à-dire 7 jours pour vous dire j'ai bien reçu et prendre acte.
de votre alerte. Ensuite, elle a 3 mois pour vous revenir et pour vous dire si des suites sont données, ou bien, le cas échéant, pour vous dire l'affaire est trop complexe, j'ai besoin d'un délai supplémentaire. Et dans ces cas-là, c'est un délai porté à 6 mois. Sachant qu'il peut, derrière, que cela peut emporter aussi des questions de divulgation publique. Vous savez, ce fameux 3e palier qui permet la communication publique. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'interne, on n'est plus sur l'autorité administrative, on est sur je rends public, je communique à la presse l'information. Et là, vous pouvez passer vers la presse directement si vous êtes dans le cas d'un danger grave. Mais sinon, il faut effectivement avoir eu d'abord une fin de non-recevoir, ou en tout cas un silence de la fameuse autorité que vous avez saisie préalablement et qui doit formellement accuser réception et vous faire un retour par écrit par ailleurs. Juste peut-être, parce que je pense qu'il faut que l'on termine, il y a un guide qui a été élaboré par la Maison des lanceurs d'alerte et qui a vocation à accompagner vraiment pas à pas toute personne dans sa démarche d'alerte et surtout à répondre aussi justement à toutes ces questions extrêmement précises de qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte, quelles sont les procédures, quelle est la procédure interne, quelles sont les autorités externes, quelles sont les modalités de divulgation publique, en quoi consiste, et c'est essentiel, la protection des lanceurs d'alerte, la protection des facilitateurs. Il y a un guide qui a été publié il y a vraiment juste quelques jours. Alors vous en trouvez plusieurs, il y a notamment celui de la Maison des lanceurs d'alerte, qui a vocation justement à rendre accessibles tous ces mécanismes qui peuvent être bien complexes. Alors ils le sont peut-être moins depuis la loi Wasserman par rapport à la loi Sapin 2, mais quand même. Et surtout, ils sont essentiels à appréhender pour, encore une fois, partir sur une alerte sans courir de risques excessifs supplémentaires et s'exposer sans raison. Le mécanisme est déjà suffisamment compliqué en soi et périlleux pour ne pas courir des risques supplémentaires en s'exposant inutilement. Donc vraiment, je vous encourage à prendre connaissance de ces éléments-là, encore une fois qu'ils soient produits par une organisation ou par une autre, mais le message reste ne jamais y aller seul et toujours se faire accompagner, soit par un conseil professionnel, soit par une organisation, une association ou un syndicat dédié. Merci. Il est l'heure de conclure ce séminaire. Nous avons un peu débordé, mais je crois que ça valait le coup. Il y avait beaucoup d'interrogations, de questions. Je vais remercier tout d'abord Alexandre, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Derrière son écran pour avoir permis techniquement le bon déroulement de ce webinaire. Merci Alexandre. Et puis, bien entendu, merci Franca et Nadège de votre participation, tant pour la qualité de vos présentations, mais aussi pour les éléments complémentaires que vous avez pu apporter aux questions posées dans le chat. Et merci à tous les participants d'avoir suivi et d'avoir participé à ce webinaire. J'en rajouterai pas beaucoup plus, mais Nadège vient de le dire et Alexandre l'avait mis dans le chat. Donc, vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus loin, donc à travers effectivement ce guide à usage du lanceur d'alerte. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à ce précieux support. Et puis, Franca l'a abordé à plusieurs reprises. Nous pouvons peut-être, parce qu'il y avait aussi des questions dans le chat, mais on n'a pas pu tout aborder, mais on a vu qu'il y avait aussi des questions qui liaient les droits et obligations des fonctionnaires, issus de la loi du 13 juillet 1983, modifiée à différentes reprises, bien entendu, mais qui est un des piliers du statut de la fonction publique et qui apporte des droits, mais aussi des devoirs et des obligations. On en a parlé, le secret professionnel, la discrétion professionnelle, le devoir de réserve, mais aussi toutes les questions de déontologie. Donc, nous vous proposons d'aller un petit peu plus loin sur ces questions et sur ce questionnement entre la déontologie, le conflit d'intérêts, les différents droits, devoirs de loyauté que nous impose donc notre statut.
et puis ce droit d'alerte dont nous venons d'échanger. Et on vous propose donc de poursuivre peut-être ces échanges le 28 novembre prochain à partir de 17 heures, où nous mettrons en parallèle ces deux notions définies par, encore une fois, le statut, mais aussi par les textes, le droit d'alerte, et quel dilemme cela peut éventuellement poser pour les agents publics. Donc, encore une fois, merci de votre participation et rendez-vous sur la chaîne Webikeo pour un deuxième webinaire sur ce droit d'alerte et les droits et obligations des fonctionnaires et les dilemmes qui pourraient apparaître. Merci Franca, merci Nadège, à très bientôt.